Irréversible ou un parfum de scandale sur la croisette, le film de Gaspard Noé, projeté ce soir en compétition officielle, arrive à Cannes précédé d'une réputation sulfureuse. C'est cru, on en prend plein la gueule. C'est un film qui est lamentable, insoutenable. Vraiment de la merde. C'est scandaleux! C'est lamentable de faire des choses pareilles. Voir une femme se faire violer pendant 20 minutes, de cette manière-là. Ce qui vient de me voir, c'est une merde, t'es une merde, Noé. Viens me voir, viens voir, je fais le même métier que toi, on va se retrouver, tu vois. Pour quelqu'un qui veut choquer, c'est un petit peu emmerdant. Et moi, ce film-là, je trouve que c'est un climax dans le sens où un instantané de son cinéma, c'est-à-dire on voit à la fois toutes ses qualités visuelles et d'un seul coup l'absence de fond, la bêtise de fond d'un seul coup. Où est le rayon de films érotiques ? Tout commence ici. On est en Argentine en 1963. Luis Felipe Noé, un jeune peintre, et Nora Murphy, une assistante sociale, donnent naissance à leur enfant Gaspard Noé. Grâce à la profession de son père, ce dernier grandira enivré d'art. Mais c'est à l'âge de 6 ans que le cinéma se présente à lui. Il va faire la découverte d'une œuvre qui le chamboulera pour tout le restant de sa vie, j'ai nommé 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est quoi ça? D'où ça sort? Comment c'est possible? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Qui l'a mis là? Pourquoi? C'est pas possible en fait! Quand j'ai découvert ce film à l'âge de 6 ans, j'ai connu une extase. Une vraie, j'ai cru voir le passé, j'ai cru voir le futur, j'ai cru voler dans l'espace. J'ai cru voir la mort et renaître. Je me suis dit, le type qui a fait ce film, il l'a voulu, il l'a pu. Je vais être comme lui. Mais pour devenir un réalisateur comme Stanley Kubrick, faut bien apprendre le cinéma à un moment. Et pour ça, mais surtout pour fuir la dictature, lui et sa famille vont s'installer à Paris vers l'âge de 12 ans. Noé va rentrer à l'école Louis Lumière vers 17 ans et il en ressortira 3 ans plus tard avec son premier court-métrage, Tintarella di Luna. Arrête-moi cette dope, putain! Arrêtez! Ça suffit! Ce film a circulé de festival en festival et il est passé à la télévision. Je crois que ça a été un des premiers courts-métrages achetés par Canal+. Il a été diffusé à l'antenne juste avant The Reds, qui représentait pour moi une sacrée consécration. Bon, alors on va pas se mentir, le court-métrage il sent fort le manque de moyens quand même. Et d'ailleurs, on comprend quasiment rien à ce qui se passe. On retient seulement une sensation de crudité, des dialogues acerbes et une forte présence de sexe. C'est un peu les prémices de ce que seront son cinéma plus tard. Sur le tournage de Tintarella di Luna, il va rencontrer Lucille Hadji-Halilovic, une personne qui va être très importante dans sa vie parce que ça va devenir sa monteuse et peut-être même un peu plus que ça. À la sortie de l'école, Gaspard il enchaîne des petits rôles sur des tournages, et en parallèle, il étudie la philosophie à Tolbiac. C'est suite à ses cours sur Platon qu'il va avoir envie de tourner un film qui s'appelle La Caverne, mais qui ne verra jamais le jour. Mais bref, comme je l'ai dit, à l'époque, il participe à beaucoup de tournages. Notamment, il assiste Fernando Solanas à la mise en scène de Tangos, l'exil de Gardel, un film sur des Argentins exilés à Paris qui cherchent à monter un spectacle musical. En 1986, il assure la photographie sur la première mort de Nono, de sa bonne amie Lucille Hadji-Halilovic. Et la même année, ils fonderont ensemble les cinémas de la zone, sous l'impulsion de Luc Moulet. Nous avons découvert que nous partagions une envie de faire des films atypiques, et nous avons décidé de créer ensemble notre propre société, les cinémas de la zone, pour financer nos projets. Nous réalisons nos films comme nous le souhaitons, sans nous soucier s'ils se vendront ou pas. En 88, Gaspard Noé entame le tournage de son premier moyen-métrage, Carne.
Le projet, il sera financé par Flagrant Délit, la société d'Éric Mistler, un photographe franco-argentin qu'il a rencontré grâce à Maxime Ruiz, un ami de son père. Le tournage prend 2 ans pour être finalement récompensé de 2 prix à Cannes, le prix de la semaine de la critique et la mention du prix de la jeunesse. Bon, pour vous la faire courte, Carnes, ça raconte l'histoire d'un boucher. À la naissance de sa fille, sa femme elle assume pas l'enfant et elle prend la fuite. Alors il se retrouve seul pour s'occuper de cette dernière. Les années passent et le boucher continue de laver sa fille comme si c'était un bébé, mais elle a grandi. Alors de son esprit tordu naît des pensées intrusives et des pulsions incestueuses qu'il réprime sans cesse. Ces jambes sont en train de changer. C'est normal. Sous cette peau, sous cette chair coule le même sang que dans mes veines. Et ça fera un jour une femme. Une vraie femme. Le jour de ses premières règles, elle panique. Elle rejoint donc son père à la boucherie, et des suites d'un malentendu, il va penser qu'elle s'est faite violer. Alors, il se précipite sur le chantier voisin et poignarde un innocent. Laisse ma fille tranquille. Viens m'affronter. Ouais, bon, bizarre l'ambiance. Beaucoup m'ont suggéré de l'adapter en long métrage. Je l'ai écrit bien sûr, mais ça a été refusé par les médias décisionnaires. Hélas, il parvient pas à réunir assez d'argent pour cette version longue. Alors en 95, il tourne un nouveau court-métrage, une expérience d'hypnose télévisuelle. Je sais ce que j'ai à faire, car je sais qui tu es. Oui, je te connais. Je sais ce qui va et je sais ce qui ne va pas. Je sais ce dont tu as besoin. Tu as besoin d'amour. Tu vois, ton visage ne ment pas. Et moi non plus, je ne mens pas. Tu ne peux rien me cacher. Vous êtes qui, monsieur? Bon, alors, je sais pas si le court-métrage, il est vraiment censé hypnotiser celui qui le regarde. Mais en tout cas, sur moi, ça a pas marché. Pendant quasiment 30 minutes, Marie-France et Alain Ganas te parlent pour faire de toi une personne plus résolue, pour que t'aies plus confiance en tes capacités. Ça dénote vachement quand on sait ce qu'il a fait avant et ce qu'il fera par la suite. Mais en tout cas, ce qui dénote pas, c'est sa patte graphique. Notamment à la fin du court-métrage avec ce genre de tripes colorées qui me font vachement penser à ce qu'on verra plus tard dans Enter the Void. Wow. La même année, il réalise un spot publicitaire contre la chasse. Le tout avec un humour froid et un montage assez convaincant. Ils sont des millions d'animaux à être élevés et lâchés pour l'ouverture de la chasse. Ils sont abattus sans pitié, juste pour le plaisir de tuer. C'est contre la chasse. Je n'ai pas aimé. Ils m'ont proposé de le tourner, je l'ai fait en 1 jour. On n'avait pas beaucoup d'argent. J'ai été payé pour faire ça contre les chasseurs. En parallèle, il travaille sur le scénario de Soudain le vide et sur une adaptation du roman de Georges Bataille, L'histoire de l'œil, qui ne verra jamais le jour. Par crainte de ne pas trouver de financement pour Soudain le vide, et à juste titre parce que ça va lui prendre 10 ans, il imagine alors un mélodrame sexuel plus doux, intitulé Danger, mais encore rien de concret pour le moment. En 96, il réalise son premier clip, Je n'ai pas, pour le groupe des Frères Misère. Je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de parti, je n'ai pas de fusil, je n'ai pas de pays, je n'ai pas de pitié, je n'ai pas de quartier, je n'ai pas d'amour. Ainsi qu'une pub pour l'album éponyme. Voici ta nouvelle famille. Je n'ai pas de pitié, je n'ai pas de quartier, je n'ai pas d'amour, j'ai passé mon tour, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de parents, je n'ai pas de mémoire, je n'ai pas d'histoire. Et là, je sais ce que vous vous demandez. Est-ce qu'au final, les Frères Misère, ils seraient pas de la famille de ce mec? Ce matin, je me réveille, ma mère est morte, mon père n'est plus là. Il est handicapé, il travaille au marché de Rungis, il fume du shit. Pourquoi je suis parti en prison? Qui m'a violé? Tout le monde m'a violé. Bah moi, je pense que oui. En 97, il apparaît dans les remerciements d'Assassin de Kassovitz. Il prête sa voix dans Le Rocher d'Acapulco. Autrement, à une époque, j'ai fait un truc c'est pas mal payé. Apparaît dans le court-métrage de Guillaume Brault, Je suis ton châtiment. Avant d'interpréter l'année suivante un vendeur de kebab dans Doberman de son ami Yann Kounen. Un peu d'harissa? Mais non, pas l'harissa, la moutarde. L'année suivante, il revient avec Sodomite, un spot de prévention contre le sida que je vais vous inviter à aller regarder en famille. J'ai choisi le sujet anal parce que je pense que j'avais besoin du plus difficile. Nous avons tourné en 35 mm. J'étais surpris parce qu'on avait eu du film gratuitement. Il disait « Nous voulons vous aider à combattre le sida ». La
même année que Sodomite, il entame le tournage de son premier long métrage, Seul contre tous, qui ne devait pas en être un à la base. En effet, ce deuxième moyen métrage devait faire office d'un Carne 2. Il aurait ensuite collé les deux séquences pour en faire un seul long métrage. Mais à force de rajouter des scènes, le projet devenait un peu trop ambitieux. Il a décidé à la place d'en faire un long métrage à part entière. Parfait. Naître malgré soi, bouffer, agiter sa queue, faire naître et mourir. La vie est un grand vide. Elle l'a toujours été, elle le sera toujours. Mais moi, je n'ai plus envie de jouer ce jeu. Non, je ne veux plus. Je veux vivre quelque chose de personnel, d'intense. Je ne veux plus être le dernier boulon interchangeable d'une énorme machine. Le jour de ma mort, je ne veux pas avoir l'impression d'avoir vécu les mêmes conneries que tous les millions de crétins qui s'entassent sur cette planète. En somme, ce que j'ai vécu, le dernier des trous du cul l'a vécu, lui aussi. Sur Seul contre tous, Gaspard Noé, il comprend une chose. Si t'as du charisme dans la vie, t'en as derrière la caméra. Le manque de moyens, car il a dû financer le projet de sa poche, l'a obligé à jouer avec quasiment que des acteurs improvisés. Des gens de la vie qui n'ont jamais été filmés. Une technique qu'il gardera comme une corde à son arc tout au long de sa carrière. Par exemple, une de ses séquences préférées dans Seul contre tous, c'est ce moment où le boucher part à la rencontre d'un vieil ami pour lui demander de l'aide. Tu te vois un moment très mal. Financièrement, je peux pas t'aider. T'as même pas 200 balles? Même pas. Tu veux voir le fond de la poche? Non. Ce dernier lui explique qu'il ne faut jamais prêter son argent. Et bah à cet instant-là, le gardien de l'immeuble dans lequel il tournait prend la parole. Et l'histoire qu'il raconte à Philippe Naon, c'est juste une histoire qu'il a vraiment vécue. J'ai prêté à un ami que je considérais comme mon fils de l'argent qu'il ne m'a pas rendu. Je peux vous donner 2-3 exemples d'acteurs qui ne l'étaient pas du tout dans les films de Noé. Par exemple, le peintre dans Enter the Void, c'est juste un mec fan de Noé qui voulait boire un coup avec lui. Ou encore les deux mecs de cité dans Irréversible qui aident Marcus à se venger, c'est la sécurité du tournage. Ou même les crackheads dans Vortex qui sont, des crackheads. Une des chutes du tournage de Seul contre tous va devenir un court-métrage à part entière nommé Intoxication. Oui, moment d'inattention. Je prends du Sorexia, un produit qui me permet de concrètement supporter la séropositivité. Les 30 jours de tournage dureront finalement 2 ans et demi, en partie à cause du film de Lucie que nous avons tourné simultanément. Pendant que nous terminions le sien, moi je montais le mien. Seul contre tous, ça voit finalement jour, et ça va être présenté à Cannes, là où il fera scandale. C'est la première polémique de la carrière de Noé, mais vous le savez, c'est pas la dernière. C'est scandaleux! Dans la suite de Carne, le boucher sort de prison. Et après avoir abandonné sa fille, il décide de remettre les pendules à zéro et reprendre sa vie en main. Je repars à zéro. Oui, messieurs, dames. Aujourd'hui, je fais repartir le compteur. Les gens, ils ont vu dans Seul contre tous un discours politique, alors que c'était pas vraiment le but. Gaspard Noé s'imagine simplement ce que serait son personnage. Un boucher chevalin qui a raté sa vie et qui se retrouve seul à s'occuper de sa fille. Et il le dépeint comme le parfait facho. Quoi? Me faire traiter comme ça par une tentouse? Mais dites-moi que je rêve. Comme si je savais pas que sa femme l'avait plaqué parce qu'un jour, elle l'a découvert en train de se faire éclater à la rondelle par un de ses employés. Il aime tailler des pipes avec son cul, alors qu'il la ramène pas. Il paraît même que son père était du même tonneau lui aussi. Personnellement, des films de Noé, c'est vraiment devant Seul contre tous que j'étais le plus déstabilisé. Je sais pas, mais le fait que le personnage te parle directement avec la voix off, je trouvais ça vraiment perturbant. Gaspard Noé, il aime les plans séquences. On l'a tous remarqué, c'est une technique qu'il utilise beaucoup. Mais pourquoi? Eh bien, pour savoir pourquoi, il faut remonter au début des années 2000. Après avoir fait Seul contre tous, Gaspard Noé a qu'une seule envie, faire un film dont il rêve. Un film comme 2001. Alors directement, c'est l'idée de Soudain le vide qui réémerge dans son cerveau. Un film en première personne, qui prend le point de vue d'un fantôme et de son voyage dans l'au-delà. Mais à l'époque, ça, c'est impossible à produire. Alors, c'est Irréversible qui va servir d'essai technique à Soudain le vide. Il va s'essayer au plan séquence et il va prendre plus de plaisir qu'avec n'importe quelle autre mise en scène. Et je ne comprends pas comment on peut forcer des comédiens à parler à un petit drapeau ou à l'assistant caméra en pleurant. Et ça ne marche pas. Et après, effectivement, on a ces parties de ping-pong télévisuel où tu as un gros plan, et tu vois bien que les comédiens ne sont pas bien. En plus, ils sont maquillés, en plus, la lumière est mal collée. Et c'est tellement artificiel que... En 99, il collabore avec la chanteuse Ariel afin de réaliser le 3e clip de sa carrière, Si mince. Il
s'essaye alors à des raccords invisibles et des mouvements de caméra impossibles qui vont lui servir d'entraînement pour son prochain long métrage qui sort l'année suivante. En effet, 2001, c'est l'année du braquage pour Gaspard Noé. Il rentre dans une autre dimension avec son nouveau film Irréversible. Tu veux que je te lise? Le temps détruit tout. Irréversible, c'est simple, ça tient en 2 phrases. Elle se fait violer, il veut la venger. Un plot d'une telle simplicité, mais raconté de manière aussi complexe que la chronologie inversée, ça donne le plus grand succès de sa carrière. Nous avons tourné le film à l'aide d'un scénario de 3 pages. Le financement a été rapidement bouclé grâce à la notoriété de Monica Bellucci, Vincent Cassel et Albert Dupontel. Bien que rien n'était écrit, pas même le titre, nous avons obtenu 27 millions cash et la liberté de réalisation. Les gens comprennent toujours pas comment un tel film a pu être tourné. Moi, je crois que c'est l'absence de marque de référence condamnable dans mes 3 pages de scénario qui a caché la violence d'un film qui aurait dû être rejeté. À Cannes, le film y coûtera à Noé le plus grand scandale de sa carrière, à cause de 2 scènes extrêmement violentes, un meurtre et un viol. La télévision est infiniment plus violente parce qu'elle rentre gratuitement chez les gens. Ici, c'est un festival et son objectivité est de montrer tous les aspects de l'existence qui sont traduits par un support qui est le cinéma. Donc il est tout à fait logique que des gens viennent voir certains aspects. Il faut vivre ce cinéma comme une expérience, pas comme un truc moral, ni comme c'est un constat, c'est une conséquence. Vous parlez tout à l'heure de la télévision elle est vraiment violente parce qu'elle est gratuite. Elle rentre devant des gens sans qu'ils en aient demandé l'autorisation. Vous êtes allé voir le film, vous avez fait une démarche, vous n'aimez pas ce film, c'est entendu, mais vous êtes venu de votre propre libre arbitre voir cette chose. Les gens ont tellement peur de la destruction des autres que quand ils assistent à des actes de violence, il y a 2 types de réactions. D'un côté, on va intervenir, et de l'autre, on se met en retrait. Les femmes sont plus choquées par la violence de la scène avec l'extincteur, alors que les hommes quittent la salle au cours de la scène de viol. C'est un réflexe de mâle dominant. Ils refusent d'être assimilés à une femme en train d'être violée. Pour la petite anecdote, la séquence de la fête, ils ont dû organiser une vraie fête parce que par souci de rendu, il fallait que ce soit crédible. Et à cette fête-là, Gaspard Noé il va prendre de l'amphétamine. Enfin, une drogue dure, quoi. Un truc, je sais plus c'est laquelle. C'était de l'exta. Ouais, c'était de l'exta. Et du coup, à cause de ça, il va perdre les pédales et il va pas réussir à tenir la caméra. En 2004, il tourne 2 spots de prévention contre le sida pour l'INPES. Voici Benoît. Voici Eric. Mais parmi ces hommes, mais parmi ces femmes, l'une d'elles est peut-être porteuse du virus du sida ou d'une infection sexuellement transmissible. Alors il se dit, comment savoir? C'est très simple. Ce soir, quoi qu'il arrive, Eric utilisera un préservatif. Mais il va briser le contrat parce que ses partenaires souhaitent faire un 3e spot qui montre la population africaine de manière caricaturale, qu'il juge raciste. Il signe alors son travail avec un faux pseudo, Roberto Keller. 11h30. La même année, il va tourner un court-métrage pornographique, We Fuck Alone. Le court-métrage montre 2 jeunes, un homme et une femme, en train de se masturber en solo comme des gros cochons devant la même chaîne de porno à la télé. Bah franchement, il n'y a pas grand-chose à tirer de ce court-métrage. Enfin moi je me suis branlé dessus, à la limite c'était sympa quoi. Le 19 octobre 2007, le tournage de Soudain le vide, devenu Enter the Void entre-temps, va enfin débuter. Il terminera en mai 2008. Et histoire de s'occuper pendant la finalisation d'Enter the Void, entre le montage et le tournage, il va diriger une nouvelle fois Vincent Cassel, dans un spot publicitaire pour le parfum d'Yves Saint Laurent, La Nuit de l'Homme. Le cinéma, c'est vendre des pop-corn. Au final, Enter the Void, ça va être présenté à Cannes en 2009. Mais malheureusement, la copie qu'ils vont envoyer, elle sera pas aboutie. Il manque le générique et les VFX sont bruts. Dans Enter the Void,
On suit l'histoire d'Oscar, un jeune installé à Tokyo avec sa sœur Linda. À cause de ses relations dans le trafic de drogue, il va se faire tirer dessus dans un bar. Vous voulez vraiment... On suit alors son voyage astral vers l'au-delà. Franchement, le film, il est vraiment impressionnant techniquement. Que ce soit dans les mouvements de caméra ou dans la gestion de la lumière, le film est vraiment beau. Pendant tout le film, on est plongé dans la vision du personnage principal, en POV. Et ça, c'est une idée qui est venue à Noé d'une manière assez particulière. Vers 23 ans, j'ai découvert sur Champignon, La Dame du Lac, qui est un film entièrement en vision subjective. Et tout d'un coup, j'ai été transporté dans la télé, dans la tête du personnage principal, bien que le film soit en noir et blanc et sous-titré. Je me suis dit que filmer à travers les yeux d'un personnage, c'était le bel artifice cinématographique qui soit, et que le jour où je ferais un film sur l'au-delà, ce serait en vision subjective. Bon, au final, le film, il va faire un départ compliqué. Il sort dans à peine 30 salles dans une période de 2 mois. Ça sera aussi un flop commercial. Le film rapporte à peine 6 millions pour un budget de 10. À la suite du carton plein qu'a fait Irréversible, bah ça fait mal. Mais malgré son succès relatif, pour beaucoup ça reste son meilleur film, du moins le plus abouti. Certains l'ont même appelé le 2001 français. En 2013, la mère de Gaspard Noé est diagnostiquée de la maladie d'Alzheimer. Et elle en décédera exactement comme sa propre mère avant elle. Il dédicacera bien plus tard son long métrage Vortex à sa mère et à toutes les personnes qui perdent la tête avant de perdre la vie. De 2012 à 2013, il va tourner 3 clips. Un pour Sébastien, le deuxième pour Nick Case, et le troisième pour Animal Collective. En se baladant dans la rue, un jour, il rencontre un mec qui lui parle des aides du CNC pour tourner des films avec une technique qu'il apprécie tant, la 3D. Il tourne Love. À l'époque, c'était un peu la naissance de la 3D avec Avatar et tout ça. Et il pensait que peut-être après son premier film en 3D, bah, les suivants le seraient aussi. Mais après avoir utilisé cette technique une fois, il s'est vite rendu compte qu'il toucherait plus jamais à ça. Parce qu'une caméra 3D, ça ressemble à ça. Et je pense que tourner avec 2 tracteurs sur le plateau, ça devait être un peu emmerdant. D'où le fait que le film soit essentiellement en plan fixe et qu'on perçoit une certaine picturalité dans les plans. En 2D, le rendu se serait rapproché de quelque chose avec plus de mouvement comme Climax ou Irréversible. Love, ça se présente comme un mélodrame entre un garçon, sa femme avec qui il se sent bloqué, et son ex qu'il aime toujours. Le tout au milieu de beaucoup de sexe. Mais hormis le sexe, Gaspard Noé s'exprime vraiment dans Love. Déjà, il joue dans le film en gardant son propre nom de famille. Murphy, le personnage principal, porte le nom de famille de sa mère. Le fils, Gaspard, son prénom. Quant à Julio, le dealer qui vole la copine de Murphy, porte son deuxième prénom. Le but, c'était d'apporter une approche schizophrénique de sa personnalité. Il y a un peu de lui dans chacun de ses personnages, et ils se détestent tous entre eux. Mais pour la deuxième petite anecdote de la vidéo, dans Love, il y a des séquences tournées en 36 images secondes, pour donner un effet équivalent à celui que l'on ressent quand on prend de l'opium. Voilà, c'est tout. Moi perso, ça me fait penser à Frisk Orleans qui sort tous ses albums en chop and crew pour imiter l'effet de la ligne. Quelques temps plus tard, il se retrouve par hasard dans une compétition de voguing. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est le voguing, c'est une sorte de danse urbaine qui s'inspire des poses des mannequins dans les défilés de mode. Et à cette fête, bah, il va beaucoup s'amuser. À un tel point qu'il va avoir envie d'en faire un documentaire. Une idée creusée et approfondie qui donnera au final Climax, le film préféré de son papa. Le résultat final de Climax, c'est un mélange de documentaire, de films d'horreur, le tout avec la patte graphique de Noé. Ce côté documenté, il n'est pas du tout dû au hasard, mais c'est une science que Noé travaille déjà depuis Irréversible. Pour faire un faux documentaire comme Noé, suivez 3 grands principes.
Placez vos lumières à des endroits logiques, pas de gros spots lumineux dans la gueule des acteurs. Pas de maquillage, on n'est pas chez les fashion ici. On bosse, nous. Et surtout, écrivez pas vos dialogues. Et oui, laissez libre cours à vos acteurs de jouer aussi bien que ça. Qu'est-ce que t'as fait? Mais de quoi tu parles? Enfin, j'ai rien fait. Cette science de l'improvisation, couplée au choix de la caméra embarquée et au plan séquence, ça donne cet aspect documentaire voulu que l'on retrouve dans Climax, dans Vortex, mais aussi dans Irréversible. Le seul point noir à l'aspect documenté de celui-ci, bien qu'il respecte les 3 principes que j'ai énumérés au-dessus, c'est la chronologie inversée qui fait vite plonger dans la fiction. Le seul vrai documentaire à proprement parler qu'a réalisé Gaspard Noé, il le faisait en 2006. Il part 10 jours au Burkina Faso pour filmer le témoignage et la vie quotidienne d'un porteur du VIH. Décidément, c'est un sujet qui le touche vraiment. Bien que ça ne soit qu'un témoignage, on sent énormément la patte de Noé, dans les bruitages, l'ambiance sonore, dans les mouvements de caméra et les plans. Ça rend le court-métrage assez pesant à regarder, voire même un peu effrayant. Dans le corps. Donc, le sida, c'est pas une maladie en tant que telle comme ça, mais c'est des petites maladies réunies qui font le sida. La tuberculose, une maladie très très dangereuse, puisque tu peux passer toute la nuit à tousser. Tu ne peux pas dormir, tu ne peux pas marcher et tu as des problèmes de nerfs. Mais enfin bref, pour revenir à Climax, bordel, quel film! Climax, ça raconte l'histoire d'une troupe de danseurs dans les années 90 qui finissent leur stage de danse de 3 jours ensemble et s'offrent une belle soirée autour d'un grand bol de sangria. Le film sombre dans la folie quand ils comprennent qu'ils ont été drogués et la fête tourne au cauchemar. Ce film, c'est du génie. Je l'aime pour la complexité de sa mise en scène, présentée comme 2 énormes plans séquences et avec une colorimétrie dingue. Ce qui est d'autant plus frappant, c'est à quel point il révolutionne le genre de l'horreur. C'est toujours trash, mais dans un médium qui prête à rire. Quand on pense à de l'horreur, on ne pense pas à une soirée où tout le monde danse et s'amuse au départ. Et c'est ça qui est terrifiant dans Climax. Presque un an plus tard, après le franc succès qu'a été Climax, Anthony Vaccarello, le directeur artistique d'Yves Saint Laurent, s'entretient avec Gaspard Noé autour d'un café. Il lui propose de lui financer un projet sous 2 conditions. La première, c'est de mettre ses 2 égéries de la marque. La deuxième, c'est qu'on voit ses vêtements. Il revient 2 jours après avec une idée. Béatrice Dalle réalise un film et Charlotte Gainsbourg joue la sorcière dans ce film. Le tournage vire à la catastrophe. Tout le monde s'énerve et les écrans LED qui servaient à faire le fond bug. Et ça fait de la lumière stroboscopique. Le tout en split screen. Et ça, ça a donné Lux Aeterna. Le prochain projet de Noé, ce sera pas un long métrage, mais une version remontée d'Irréversible. Dans celle-ci, on dit au revoir à la chronologie inversée et à un Vincent Cassel comme protagoniste. Et on passe à une version à l'endroit du film, dans laquelle c'est Bellucci au premier plan. Une version qui a été super bien reçue, malgré qu'elle soit beaucoup plus cruelle. Et ce succès, il va faire du bien dans l'année compliquée qu'a été 2020 pour Noé. Parce qu'en effet, plus tôt dans l'année, il poste une photo inquiétante sur ses réseaux. Il est amené d'urgence à l'hôpital des suites d'une overdose de morphine. Il se confiera d'ailleurs à ce sujet. Regardez Gravity sous morphine, ça a été la meilleure expérience cinématographique de ma vie. Il fait une hémorragie du cerveau et miraculeusement il s'en sort sans aucune séquelle.
Noé aurait apparemment pas retouché à la drogue depuis cet incident, et ça se ressent dans l'absence de psychédélisme dans Vortex. Y a peut-être un lien, je sais pas. Mais quand un journaliste lui demande s'il se sent inquiété par sa propre mort après cet incident, il répond « I just know I'm going to die, you know, and I'll be erased. The dream within a dream is going to be over. » Et le pire, c'est que c'est même pas la dernière mauvaise nouvelle de l'année. Parce que Philippe Naon, l'acteur star de Gaspard Noé, sera emporté par le Covid des suites de plusieurs AVC. Conscient de l'état dans lequel était son ami et après lui avoir rendu visite, il avait plus que jamais envie de tourner une dernière fois avec lui. Mais malheureusement, il va partir avant qu'il puisse exaucer ce souhait. Mais c'est pas pour autant qu'il va abandonner l'idée. Il va coupler cette expérience avec celle qu'il a de la maladie d'Alzheimer et réaliser un mélange de thriller, de mélodrame et de documentaire, Vortex. C'est en écrivant cette vidéo que j'ai appris que la mère de Gaspard Noé avait souffert d'Alzheimer. Mais pourtant, en regardant Vortex, j'ai tout de suite compris qu'il a été confronté à cette maladie. Elle est retranscrite avec une justesse qui fait froid dans le dos. Je veux vous débarrasser de moi. La scène de fin, c'est ce qui m'a le plus bouleversé, je pense. Une fois que le couple est parti, la maison se vide de tous leurs souvenirs, de toute leur vie, laissant un silence et un vide glaçant. Pour moi, c'est le film le plus abouti de Gaspard Noé. Personnellement, c'est celui qui me touche le plus. C'est aussi son seul film tout public et c'est celui qui s'éloigne le plus de ce qu'il a fait avant. Beaucoup moins dans la provocation et le choquant. Il souligne une envie de s'éloigner du cinéma narratif pour s'approcher du documentaire. Pour autant, je trouve ça un peu tôt pour parler de tournant dans sa carrière. Parce que c'est sa dernière œuvre en date et on sait pas vraiment ce qu'il nous réserve pour la suite, bien qu'il ait annoncé son prochain film qui traiterait du sujet de l'enfance. Mamie, papy, ils ont une nouvelle maison. Ben non. C'est pas une maison, ça. C'est les vivants qui ont des maisons, hein.